Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous traiterons des équations de prédation de Lotka-Volterra. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, car nous allons exploiter et utiliser les résultats précédents. Alors, nous allons complexifier un petit peu les règles du modèle. En effet, dans le modèle classique, aucune dimension spatiale n'était apportée. Maintenant, nous allons lancer la simulation sur tout un tableau. À chaque case correspondra un couple d'équations de l'équation différentielle de Lotka-Volterra. Faire ça de manière complètement indépendante n'aurait aucune utilité en soi. C'est pour cela que, en plus de cette simulation sur chaque case, les proies et les prédateurs vont pouvoir migrer d'une case vers ces cases voisines. Cette migration se fera de manière naturelle. 1% des proies et des prédateurs de chaque case se répartiront naturellement, équitablement entre les 4 cases voisines. De plus, si les proies sont en minorité devant les prédateurs, proies et prédateurs migreront aussi équitablement entre les 4 cases voisines. Pour la valeur des paramètres, nous allons les prendre légèrement plus faibles que précédemment, à savoir celles que vous pouvez voir. Les prendre plus faibles vont nous permettre d'éviter que les nombres de proies et de prédateurs qui vont être calculés ne tendent vers des infinis, et cela va donc nous permettre d'avoir des valeurs affichables à l'écran. Nécessairement, pour les valeurs obtenues, celles-ci ne permettront que de comparer les populations qui seront présentes, et pas d'en donner une valeur exacte. Le but est vraiment de comparer. L'initialisation se fait de la manière suivante. À chaque case du tableau, on associe un nombre aléatoire et entier de proies et de prédateurs. Les deux graphiques ici présents sont un exemple du tableau que nous pouvons avoir en début. Lorsque l'on laisse tourner une première fois, on observe un dessin assez étrange. En effet, on constate que ces deux dessins sont tout à fait complémentaires. Les endroits où il y a le plus de prédateurs au final sont les endroits où il y a le moins de proies au final. Inversement, plus il y a de proies en un endroit, et moins il y a de prédateurs au même endroit. Cependant, on observe que de petites populations de prédateurs apparaissent à l'endroit où les proies sont les plus importantes. Les grandes zones où il y a peu de proies laissent également peu de prédateurs. Alors on pourrait penser que ceci n'est qu'un cas particulier, mais non, nous avons ici un autre exemple où la même configuration se répète, avec des motifs cependant différents. On observe donc que la répartition de ces deux populations est complètement complémentaire. Mais est-ce un cas particulier lié à de petits tableaux, ou est-ce que ce serait également le cas pour des plus grands tableaux? Alors on va voir ça. Nous avons ici un tableau 1000 par 1000, au final de 1000 itérations. Mon PC a craché ça pendant 10 heures. Vu de loin, ça ne ressemble à rien. Mais si nous zoomons sur des plus petites parcelles, on observe qu'aussi, ici, les deux populations sont réparties de manière complémentaire. Un autre zoom nous montre la même chose, et un troisième également. On observe encore ici des zones complémentaires. Celle entourée d'un rond n'est qu'un exemple, vous pouvez en trouver bien d'autres. Cette observation est assez curieuse, et il est donc légitime de se demander si cet état de complémentarité un peu amorphe se répète jusqu'à la fin des temps, ou s'il ne s'agit que d'une période transitoire entre l'état initial et un état d'équilibre. On va donc se demander si nous retrouvons un schéma caractéristique. Il faut donc attendre suffisamment longtemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, attendre un temps suffisamment long? Eh bien, expérimentalement, on trouve que le nombre d'itérations pour atteindre cet état d'équilibre doit être de l'ordre du nombre de cases. C'est très vague et très peu satisfaisant, mais des exemples vont vous faire comprendre l'idée. Ils ne démontreront en rien le propos, cependant. Voici quelques situations d'équilibre. Vous avez la dimension du tableau ainsi que le nombre d'itérations effectuées. On observe déjà qu'un certain schéma voit le jour, avec les cases à l'extrémité haute gauche, haute droite, basse gauche et basse droite, faiblement peuplées et en prédateurs et en proies. Le tableau du milieu, quant à lui, semble contenir la plupart des proies et des prédateurs. Ceci semble apparaître sur les tableaux 5-5, 10-10, 15-15, 20-20. Et cela nous laisse bien évidemment supposer que nous observerions la même chose avec des tableaux plus grands. Si nous nous intéressons au cas 20 x 20, nous observons que les populations de proies et de prédateurs évoluent de la manière suivante. En haut à gauche, vous avez 100 itérations, ensuite 300,
puis 900, puis 1500 et enfin 1800. Une fois que le schéma d'équilibre est atteint, on le voit aux environs de 900, mais en réalité il apparaît bien avant d'après la diapositive précédente, on observe que celui-ci conserve la même forme, mais permet quand même une variation des populations. Il est important de noter que nous avons étudié, ou observé plutôt, les cas uniquement pour de petits tableaux. En effet, nous avons vu que, expérimentalement, l'équilibre apparaît lorsque le nombre d'itérations est proche, en quelque sorte, du nombre de cases. Maintenant, si on veut s'intéresser à de plus gros tableaux, par exemple des tableaux 100 x 100 ou 200 x 200, il faudrait attendre 100 au carré, c'est-à-dire 10 000 itérations, avant d'atteindre un pseudo-état d'équilibre. Quand on sait que la simulation pour le tableau que je vous ai montré en 1000 x 1000 pour 1000 itérations a pris à mon PC 10 heures, on ne peut que imaginer le temps que cela prendrait pour un tableau 1000 x 1000 d'effectuer 1 million d'opérations. On va donc se limiter à l'observation de petits tableaux, et on va supposer qu'en toute logique, ce schéma reste le même pour de plus grands tableaux. Ainsi, on observe que notre système passe par une période transitoire, plus ou moins longue selon la taille des tableaux, avant d'atteindre un état d'équilibre. Le motif, quant à lui, semble le même, quelle que soit la taille du tableau. En conclusion, donner une dimension géographique au modèle de Lotka-Volterra montre que nos systèmes tendent vers un certain équilibre. La durée de leur période de transition dépend tout à fait de la taille du système défini. Ainsi, étant donné que ce modèle veut avant tout définir la réalité, nous pouvons dire que un tel équilibre sur Terre semble difficilement observable, car la taille des milieux qui seraient étudiés serait tout bonnement immense, et il faudrait rajouter un nombre de paramètres tellement astronomiques que le calcul prendrait des éternités. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé cette extension du modèle de Lotka-Volterra intéressante. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à plus tard. Ciao!